croyez que Squid Game n'aurait jamais pu exister dans la vraie vie, que tout a été inventé de toutes pièces? Laissez-moi vous prouver le contraire. Nous sommes en automne 1984 à Busan, en Corée du Sud. Le petit Han Jong-sun, 8 ans, se balade en ville avec sa sœur et son père. Avant de rentrer chez eux, le père de Han se rend compte qu'il lui reste quelques courses à faire, et pour aller plus vite, il laisse ses 2 enfants dans une station de police. Il leur demande de les surveiller quelques minutes, le temps qu'ils fassent ses derniers achats. Il ne le sait pas encore, mais cet acte va changer le cours de leur vie. Anne et sa sœur attendent sagement leur père quand un bus se gare devant la station. Le conducteur échange quelques mots avec le policier avant que ce dernier demande aux enfants de monter dans le bus. Ils refusent, mais ils n'ont pas vraiment le choix. Ils sont jetés dans le bus, puis battus sans avoir la moindre idée de vers où ils se dirigent. On finit par leur expliquer qu'ils vont être amenés dans un camp de bien-être pour personnes défavorisées. En réalité, il s'agit d'un des pires camps de concentration du siècle dans lesquels ils s'apprêtent à vivre un cauchemar de 4 ans. Alors à quoi sert-il ? Qui l'a construit et pourquoi ? Et comment une telle chose a pu se dérouler sous les yeux du gouvernement coréen dans les années 80 ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Attention, petit disclaimer, cette vidéo parle de sujets très durs, comme de violences sexuelles et physiques, donc je vous conseille de quitter cette vidéo si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de sujet. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut connaître un peu l'histoire de la Corée. Alors ne vous inquiétez pas, on va pas y passer 4 heures, mais ceci dit, un peu de culture G, ça fait du bien quoi. Après la Seconde Guerre mondiale, la Corée a été divisée au niveau du 38e parallèle, entre une zone d'influence soviétique au nord et américaine au sud. Ce qui devait arriver arriva, le nord déclare la guerre au sud en 1950, et s'ensuit une guerre terrible qui va causer 3 millions de morts, dont une majorité de civils. Tout ça en plus pour déboucher sur un statu quo, c'est-à-dire avec une Corée divisée toujours exactement au même endroit, le long du 38e parallèle. 30 ans plus tard, la Corée du Sud se porte au mieux. En plein essor économique, elle est moderne et ambitieuse. C'est ce qu'on appelle le miracle de la rivière Han. Cette période pendant laquelle la Corée est passée de pays en développement à pays développé. Surtout qu'un événement d'ampleur mondiale arrive sur leur territoire, les Jeux Olympiques de 1986. Le gouvernement veut alors absolument montrer son pays sous son meilleur jour. Et pour ça, ils sont prêts à tout. À tout. En avril 1981, une lettre arrive au bureau de Nam Duk-ho, le Premier ministre. La lettre est écrite à la main par le président Chun Doo-hwan et ordonnée aux autorités de, je cite, « réprimer la mendicité et de prendre des mesures de protection pour les vagabonds. » Tiens, ça me rappelle quelque chose. Des sans-abri évacués de Paris, mis dans des bus et déplacés en dehors de l'Île-de-France, à tout prix en dehors de l'Île-de-France. Juste avant les Jeux Olympiques. Finalement, quand la mairie de Paris voulait dégager les sans-abri des rues pour les JO, ils avaient un peu volé l'idée, quoi. C'est pas très original. Ouais, sauf que les Coréens, ils vont pousser le concept bien trop loin. Il y a une loi en Corée qui autorise la détention arbitraire des vagabonds. Autrement dit, ces gens-là peuvent être arrêtés à tout instant, sans aucune raison. C'est ainsi qu'à la suite de cette fameuse lettre de 1981, qu'on commence à apercevoir dans les grandes villes comme Busan, des bus portant des inscriptions, des écriteaux, véhicules de transport des vagabonds. Ces bus étaient censés amener les malheureux vers des centres de protection sociale. Ces centres sociaux, qui, la plupart étaient privés, recevaient des subventions sociales de l'État en fonction du nombre de personnes dont ils s'occupaient. En plus de ça, les policiers recevaient des récompenses lorsqu'ils dénonçaient un sans-abri. Rassurez-moi, vous la voyez gros comme une maison, la douille là. On a quand même une équation terrible. Des gens à part de la société dont on veut se débarrasser, dont tout le monde se fiche, des centres privés subventionnés par l'État et des policiers corrompus. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer après tout ? Alors, à quoi servaient ces fameux centres de protection ? Eh bien, c'était une espèce de programme d'une année durant laquelle les personnes accueillies étaient formées puis réinsérées dans la société. La réalité, vous vous en doutez, est très loin de ça. Déjà, il n'y a pas du tout que les sans-abri qui sont arrêtés. On a des personnes handicapées, certains orphelins, et même des citoyens ordinaires qui n'ont tout simplement pas présenté leur papier d'identité lorsqu'on le leur a demandé. Maintenant, parlons d'un centre en particulier, le plus grand des 36 camps que l'on retrouve en Corée du Sud, Brothers Homes. Dans les années 60, Park In-gen, le propriétaire, l'avait conçu pour être un orphelinat. Mais avec ce qui se passe 20 ans plus tard, il se dit qu'il y a quand même quelque chose à faire avec cette histoire de sans-abri. Il se dit même qu'il y a un paquet de fric à se faire. Il suffit d'en accueillir le plus possible pour recevoir un maximum de subventions de l'État. Il transforme donc son orphelinat en centre de protection sociale en 1975. Ce qui va s'y dérouler est inimaginable, au point que certains l'aient appelé le Auschwitz coréen. Brothers Homes, c'est en réalité
un camp de concentration et de travail forcé. Il abrite 20 usines dans lesquelles travaillent des milliers de détenus dont seulement 10% étaient réellement des sans-abri. Les détenus étaient soumis à des travaux forcés non rémunérés qui bafouaient tous les droits humains. Il y avait donc des abus physiques et sexuels et des conditions de vie atroces qui ont évidemment engendré de nombreux morts, au moins 500 selon les dernières estimations. Et pour nous raconter ce qui s'est passé, on peut faire confiance aux survivants. On a par exemple Choi Seung-woo, un enfant de 13 ans qui est rentré de l'école avec le reste de son déjeuner. Il se fait arrêter par les policiers qui l'accusent d'avoir volé le pain qu'il retrouve dans son cartable. Après plusieurs minutes d'interrogatoire musclé où il le frappe et le brûle pour qu'il avoue un crime qu'il n'a pas commis, Choi capitule, pensant qu'on le laisserait tranquille. Mais c'est en fait que le début du cauchemar. 10 minutes après, il sera enfermé dans un camion en direction Brothers Homes, où il sera retenu pendant 5 ans, évidemment sans que ses parents ne soient au courant. Là-bas, il va vivre un véritable enfer. Les camps sont organisés en sections de détenus de 120 personnes. On choisit parmi les détenus un leader à qui on donne comme mission de veiller à ce que ses camarades respectent les règles. Ils ont tous les droits sur eux. Choi raconte qu'il va subir des humiliations publiques et des viols de la part de ses chefs de section. Il assiste même à des assassinats en face de lui où ses camarades sont battus à mort. Dans ces conditions inhumaines, beaucoup rêvent de s'échapper. Mais Brothers Homes est gardé H24 et entouré d'une clôture de 7 mètres de haut. Et en plus de ça, il y a énormément de délations de la part de ces fameux chefs de section. C'est terrible parce qu'à la base, c'était juste de simples détenus à qui on a donné un peu plus de pouvoir que les autres et qui du coup en ont abusé. Et ça, c'est vraiment un cas d'école. C'est assez terrible ce que ça raconte sur la race humaine. Heureusement, le cauchemar s'apprête à se terminer. Vous doutez que pendant ce temps, les parents des enfants qui ont été enlevés, et même les proches en général, ont remué ciel et terre pour les retrouver. Vers le milieu des années 1980, des rumeurs commencent à circuler à Busan. Une trentaine de personnes se seraient échappées d'un des centres de protection sociale et affirment que des personnes seraient battues à mort et vivraient dans des conditions inhumaine. Le père de Choi va même se rendre jusqu'au camp pour essayer de libérer son fils. Ça va pas du tout marcher, alors il va harceler la police pour que quelque chose soit fait. En décembre 1986, le procureur Kim Yong-won lance une enquête. Les conclusions sont terribles. Des milliers de personnes ont été internées de force et soumises à des travaux non rémunérés dans des conditions qui violent tous les droits humains. En janvier 1987, une perquisition à grande échelle est menée. Le directeur Park In-gwen est arrêté, les détenus sont libérés et le centre doit fermer. Malheureusement, ce qui s'est passé reste complètement sous-estimé. Le directeur n'écope que de 2 ans et demi de prison, voilà, pour détournement de fonds publics. Que quoi ? Il y a genre 150 autres crimes dont on pourrait l'accuser, mais tout le monde s'en fiche. Ce n'est qu'en 2022 que la commission sud-coréenne de la vérité et de la réconciliation a ouvert une série d'enquêtes sur l'affaire, mettant en lumière les manquements des gouvernements précédents et la nécessité de rendre justice aux victimes. Parce que pendant que le pays fermait les yeux sur les atrocités commises pendant 20 ans à Brothers Homes, les victimes survivantes, elles, ne s'en sont jamais vraiment remises. Choi raconte que son frère, qui a aussi été détenu comme lui, s'est suicidé en 2009. Lui emporte son secret avec lui. Il est rejeté par la société qui ne veut pas voir ce qui s'est passé. Sur les 149 anciens détenus, y compris les chefs de section, ayant participé à l'enquête de 2022, un tiers d'entre eux ont un handicap et plus de la moitié n'ont pas reçu une éducation adéquate. La plupart sont suivis pour des troubles mentaux. Ils ont en tout cas tous déclaré avoir été retenus de force sans leur consentement. À ce jour, personne n'a été tenu responsable de ces morts ni des violations présumées des droits humains qui ont eu lieu. Quand j'ai regardé Squid Game en même temps que tout le monde en 2021, j'ai découvert un étrange jeu à destination de tous les marginaux, ceux qui sont criblés de dettes, ce que personne ne veut avoir dans une société. Malheureusement, ce concept ne date pas d'hier. Certains croient avoir le droit de trier les êtres humains et de se débarrasser de ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Comme si pour soigner une maladie, il suffisait de faire disparaître les symptômes. L'État coréen, comme beaucoup d'autres, a oublié que dans Progrès, il n'y a pas que la partie économique et technologique, il y a aussi la partie sociétale. J'espère en tout cas que les victimes obtiendront un jour justice. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me le dire en commentaire. Je reviendrai sûrement avec un sujet un peu plus léger la prochaine fois, ça fait du bien d'alterner un peu. Donc abonnez-vous pour ne louper aucune nouvelle vidéo, et moi je reviens très vite sur vos écrans. Ciao!